Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de Ça va maman où on parle de santé mentale parentale. Je m'appelle Jessica Brazo, je suis journaliste et mère de 3 enfants. Dans le duo de Ça va maman, je suis avec Laurie Zéphir qui est psychologue spécialisée en santé mentale maternelle, périnatalité et attachement parent-enfant. Elle est aussi maman, je le dis pas souvent, mais quand même. Elle aussi, elle comprend tous nos enjeux de maman, de parents. Aujourd'hui, on reçoit Véronique Allary. Véronique, c'est une éditrice aux éditions Québec-Amérique qui a lancé un essai. Je vous lis le titre « Douce amère, à qui profite notre bienveillance ». Et j'avais le goût de vous lire aussi le résumé parce que vous allez voir que ça explique très bien la conversation qui va suivre. Le terme bienveillance est devenu un mot-clic. S'il en a certainement inspiré plusieurs à agir avec plus de compassion, se pourrait-il que d'autres aient récupéré ce courant afin de l'instrumentaliser à leur propre fin? Se pourrait-il que son omniprésence contribue à exercer une pression indue sur certaines franges de la population déjà exagérément sollicitées? Cet essai se veut une invitation à une bienveillance bel et bien bienveillante. On trouvait ça intéressant parce que Véronique parle de la bienveillance, pas juste dans la parentalité, elle en parle à travers les entreprises, elle en parle dans un courant de société, elle nous explique aussi tous les professionnels à qui elle a parlé de bienveillance, pourquoi c'est arrivé ce terme bienveillance, pourquoi c'est devenu le mot le plus populaire en 2018 et qu'est-ce que ça donne la bienveillance, comment on l'interprète des fois mal. Vous avez déjà entendu peut-être Laurie et moi en parler sur certaines de nos vidéos. C'était vraiment intéressant. Véronique, elle est maman de 2 enfants, donc elle le voyait tout autant dans son métier que dans sa famille en tant que maman, dans son expérience maternelle finalement. J'ai trouvé cette conversation très intéressante pour encore une fois apporter peut-être plus de nuances pour se demander à qui profite notre bienveillance. Parce qu'évidemment, la bienveillance, c'est un courant très, très fort chez les parents et à qui on veut que ça profite, c'est nos enfants. Mais est-ce toujours le cas? J'ai très hâte d'avoir vos commentaires, comme à chaque épisode, mais particulièrement, ça fait 2 épisodes là, qu'on ait des sujets un petit peu plus délicats, qu'on veut amener de l'avant, qui sont importants de discuter dans la douceur, dans la bienveillance. Donc, j'espère que vous allez apprécier cette conversation. Juste avant, je veux vous rappeler que nous avons lancé notre centre de formation continue CVM Formation. Donc, c'est des formations qu'on propose aux professionnels qui œuvrent auprès des familles en santé mentale parentale et en périnatalité. On a déjà 3 formations qui sont disponibles, alors je vous invite à aller cvmformation.com si vous voulez en savoir plus sur chacune des formations qui s'adressent autant aux psychologues, aux infirmiers, infirmières, aux médecins de famille, aux obstétriciens, obstétriciennes, aux psychiatres, aux accompagnantes à la naissance, aux doulas, aux sages-femmes, bref, les professionnels, là, je pourrais tous vous les nommer, les psychoéducateurs, éducatrices, ostéopathes, tout est décrit dans le site CVM Formation. On trouvait important de soutenir les parents, non seulement avec Ça va maman, mais aller à la rencontre des professionnels aussi qui sont déjà auprès de vous pour vous accompagner puis vous aider dans vos difficultés puis dans les aléas de la vie. Alors voilà, CVM Formation au pluriel.com. Sur ce, je vous laisse à cette conversation super intéressante avec Véronique Allary. Bonne écoute! Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de Ça va maman. Aujourd'hui, Laurie, on n'est pas seul. Non! On reçoit Véronique Allary, qui est éditrice à la maison d'édition Québec-Amérique, qui a aussi lancé un essai en début septembre sur la bienveillance qui s'appelle « Douce amère, à qui profite notre bienveillance ». Et on est très contente de la recevoir. Vraiment. Salut Véronique! Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Toi, comment ça va depuis la sortie de ton livre? Ça va bien, c'est un gros mois quand même. Ouais. J'ai beaucoup de choses, puis tu sais, on est des mamans, là, on s'est tapé la rentrée aussi, là, accessoirement, tout ça. Donc, c'est un bon mois de septembre avec des beaux défis, mais je suis contente. C'est quelque chose que je portais depuis longtemps Ouais. dans mon cœur, donc je suis contente de le laisser aller tranquillement maintenant. Ouais. Ben, justement,
Ça fait combien de temps que tu es sur ce projet-là? Puis, tu sais, moi, j'ai participé justement à ton essai. Ça fait déjà quand même un bon 1 an presque qu'on a fait de l'entrevue, je pense. Fait que toi, ça fait depuis combien de temps que ça mijote, que tu es dedans, que tu écris? À l'origine, je m'intéressais déjà à ce sujet-là. Il y a plusieurs années, j'avais écrit un reportage sur le courant de la bienveillance. Donc, en 2018, quand ça a été nommé mot de l'année par les dictionnaires Robert, je me suis intéressée au phénomène. J'ai comme fait ça, c'est vraiment drôle que ce soit soudainement le mot de l'année alors que ça n'a rien de nouveau. C'est un mot qui existe depuis la nuit des temps pour amener un beau sujet à amener. Donc c'est ça. Donc, je m'étais intéressée à ce courant-là à ce moment-là. Puis, sincèrement, en toute transparence, j'avais sauté à pieds joints dans le courant parce que j'étais comme, oui, la bienveillance, absolument. Tu sais, donc, ça me parlait vraiment beaucoup. J'ai consommé beaucoup de ces contenus-là. Même, j'ai créé une chronique à l'époque. J'étais rédactrice en chef adjointe, donc, au Well Québec puis au Véro. J'ai créé une chronique dans le Véro, là, carrément, où je parlais d'initiatives bienveillantes à travers le monde. Tu sais, vraiment, c'est quelque chose qui m'a parlé beaucoup. Puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à observer parce que j'observais tout le temps le phénomène du coin de l'œil, puis je regardais un peu ce qui se passait. De fil en aiguille, éventuellement, je me suis rendu compte qu'il y avait des impacts pernicieux à ce courant-là. Que moi, en fait, dans l'essai, je regroupe vraiment sous 2 grandes tendances, c'est-à-dire tout ce qui a trait à la performance de la bienveillance, donc une bienveillance de façade, de surface, puis une pression à la bienveillance. Donc, c'est vraiment les 2 axes qui m'intéressent dans l'essai. Puis, tu sais, ça m'est vraiment venu... L'idée de la performance de la bienveillance, ça m'a particulièrement frappée quand il y a eu toute l'histoire autour de Ellen DeGeneres qui est sortie par rapport à ses producteurs exécutifs sur son plateau, dans ses bureaux. Donc, eux, pendant 20 ans, se sont enrichis sur le message de Be kind to one another. Cela étant dit, en coulisses, ils se comportaient comme des véritables bourreaux. Là, je parlais essentiellement des producteurs exécutifs qui travaillaient sur le show. Évidemment, il y a des comportements qui ont été reprochés à Ellen aussi, qui sont quand même, sans être anodins, qui sont quand même de nature moins grave. Mais dans leur cas, on parle vraiment de remarques sexistes, de harcèlement sexuel, de harcèlement psychologique, etc., racisme, tout ça. Donc, je suis un petit peu tombée d'abord de haut parce que je me suis dit, pour qu'ils se prennent de faire ça à la bienveillance. Tout le monde aime Hélène, en plus. Puis j'étais une fan d'Ellen DeGeneres, tu sais, je l'aimais beaucoup, là. J'ai tous ses livres, ses DVD à la maison. Je suis allée la voir au Centre Bell. Je l'aimais. Donc, ça m'a fait... Donc, c'est ça. J'ai pris... Je comprends le choc. Je comprends le choc, là, tu sais, c'est... Ouais, c'est ça. Puis là, je me suis mis à réfléchir à la question. Puis là, j'ai réalisé que, justement, du côté du travail, la bienveillance est souvent brandie. Est-ce que c'est toujours incarné? Pas nécessairement. Tu sais, là, je suis allée regarder un petit peu de ce côté-là, ce qu'on disait sur le management bienveillant. En théorie, évidemment que ça me parle énormément. En pratique, ce que je voyais, c'était des gens de ressources humaines qui écrivaient des articles qui disaient, mais si vous pratiquez la bienveillance, ça va être rentable. Si vous pratiquez la bienveillance, vous allez augmenter la productivité des employés. Donc, à ce stade-là, de toute évidence, l'élan bienveillant n'est pas authentique. L'élan bienveillant est là pour obtenir quelque chose. Il y a un agenda derrière, là, c'est ça. Ouais. D'où le fait exactement donc que je me suis intéressée donc à cette performance-là de la bienveillance. Donc des gens qui allaient la brandir, mais est-ce que c'était réellement dans une volonté bienveillante? Pas toujours. Oui, pas toujours. Non, mais c'est vraiment intéressant parce que, puis je trouve ça, évidemment, ça va maman, on voit beaucoup le mot bienveillance ressortir auprès des mamans, auprès des parents, mais de voir que c'est pas juste, tu sais, dans le milieu de la parentalité, là, c'est vraiment un courant qui touchait autant le professionnel que le... Puis je me suis questionnée, bon, toi, juste pour nous faire un petit portrait, là, toi, t'es maman aussi, tu sais, dans ta vie, t'as une voix tellement douce, on se dit tout de suite, elle doit être bienveillante avec ses amis, elle doit avoir une personnalité, tu sais, j'associe beaucoup bienveillance et gentillesse, on dirait, là, tu sais. Je pense que, comme pour Ellen DeGeneres, peux-tu nous parler un peu de toi, justement, puis comment, peut-être, on va comprendre aussi à quel point ça a fait écho, bienveillance,
Ben c'est ça, c'est là que ça m'amène justement à la question de la pression parce que parce que c'est ça. Donc moi, tu sais, j'ai 2 enfants, donc maintenant qui viennent tout juste d'avoir 7 et 9 ans, qui sont à l'école primaire, que j'ai désiré vraiment beaucoup et très longtemps, puis que je suis allée en fertilité pour les avoir. Je m'excuse, mon chat fait un câlin. On l'aime, ton chat, c'est bon. Oui, pas de problème. Mais tout participe. Donc, c'est ça. Donc, que j'ai eu finalement, puis je suis parfaitement consciente que c'est le plus grand privilège. Je pense que encore à ce jour, j'ai comme le réflexe de me pincer pour me dire, mon Dieu, je peux pas croire que j'en ai 2 puis qu'ils sont ensemble. Cela étant dit, toute cette attente, toute cette volonté et cette détermination, cette persévérance à avoir ces enfants-là, a fait effectivement que je me suis pas donné le droit d'être une mère imparfaite beaucoup. Oui. Donc, puis bon, tu sais, on fait face à différents défis, face à différentes difficultés, évidemment, comme sensiblement tous les parents, là, tu sais. Puis c'est ça, j'ai réalisé que puis bon, je suis journaliste, éditrice de formation, donc je suis quelqu'un qui s'informe beaucoup, qui lit beaucoup. J'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup informée pour tout le temps être optimale dans mon éducation, dans ma parentalité et tout. Puis un jour, j'ai vraiment senti que je serais jamais assez bonne parce que tout ce qu'on nous brandissait partout, c'était la parentalité positive et bienveillante. Puis je suis all for it. Comme je comprends absolument en quoi c'est optimal. Cela étant dit, on n'est pas des robots. On est des humains, puis on peut pas la pratiquer parfaitement en tout temps. Tu sais, mes enfants, ils ont tous les deux fait leur nuit, passé 2 ans. Il vient un moment où tu es un parent épuisé qui n'a pas dormi depuis plus que 2, 3, 4 ans. On peut pas exiger de toi que tu sois parfaitement bienveillant. Puis là, c'était comme devenu un modèle rigide, je trouvais. Ouais, ça devient un dogme. Ouais. C'était la seule façon de procéder. Puis on tombait tellement dans une espèce de discours sur les groupes de parents, par exemple, où je voyais que c'était colporté, mais comme si c'était la seule façon de faire, ou sinon, c'était de la maltraitance. Ouais. Bon, puis là, on disait, puis je parle de parentalité bienveillante, mais tu sais, on peut parler un petit peu de ça dans la maternité de proximale, je pense. Là. Oui, absolument. Et comme quoi, si on n'allaite pas, ben on fait pas bien notre job de parent, alors que tu sais, il peut y avoir plein de défis à l'allaitement. On peut pas mettre cette pression-là sur les parents qui sont déjà épuisés, qui sont déjà... Donc, on a associé, dans le fond, des pratiques parentales à la bienveillance et tout ce qui sortait de ces pratiques-là, ben si c'est pas bienveillant, c'est quoi? C'est malveillant. Exact. C'est le rapide. Le fameux cortisol du 5, 10, 15. Là. Ben oui, écoute, on en a tellement parlé dans notre conférence, notre e-book à cause de ça. Puis, tu sais, je pense que ça met les parents dans une position impossible. Tu sais, tu l'as dit tantôt, on les attend, on les aime, on sait qu'on est privilégié de les avoir, d'avoir des enfants en santé qui sont beaux et curieux. Fait que c'est sûr que je veux être bienveillant puis leur offrir la bonne chose, mais en même temps, si j'associe juste la bonne chose à ça, à cette façon-là de faire, moi, je suis quoi d'autre? Puis si je me vois comme le parent négligent, maltraitant, je peux pas m'aimer comme parent. Fait qu'il y a quelque chose de super pernicieux, négatif qui finit par influencer ou être une espèce de nuage qui entoure toujours le parent, d'avoir l'impression que je fais pas les bonnes affaires, je suis pas le bon parent, mon enfant va être carencé pour toute sa vie à cause de qui je suis. Tu sais, c'est dur, là, c'est insoutenable. Absolument. Pour vrai, c'est difficile. Tu sais, se sentir comme un échec parce qu'on a levé le ton, se sentir comme un échec parce qu'on envisage le 5, 10, 15 parce qu'on a peur de le shaker, notre enfant, ça arrive. Est-ce qu'on peut avoir, justement, au-delà de la parentalité bienveillante, est-ce que ça se peut encore d'être bienveillant à l'égard des parents et plus spécifiquement des mères? Parce que c'est super important d'en parler, c'est super important de la promouvoir, mais tu sais, j'en ai parlé beaucoup donc avec Laurie dans le livre, avec la psychoéducatrice Stéphanie Deslauriers aussi. Puis c'est ça, c'est une question de ne nous mettons pas en échec dès le départ, tu sais, donnons-nous la chance d'aller voir. Puis
peut-être que la bienveillance, ça devrait pas être rigide dans la parentalité finalement. Laurie me disait, pour certaines, la bienveillance, la parentalité bienveillante, ça va être de faire le cododo parce que c'est ça qui permet à cette mère-là de garder sa santé mentale. Pour d'autres mères, la parentalité bienveillante, ça peut être le 5-10-15 parce que c'est ça qui va lui permettre d'être bienveillante. Mais oui. Donc, c'est de retourner à la réalité puis d'accepter qu'on a chacun des ressources limitées. On n'a pas tous le même réseau de soutien non plus. On n'arrête pas de dire que ça prend un village, mais c'est pas tout le monde qui a un village non plus. Donc, puis, même à la base aussi, tu dis que tu as été en fertilité, tu sais, on est souvent pas bienveillante avec son corps en fertilité. Je sais pas jusqu'où tu t'es rendu puis tout ça, mais je sais qu'il y en a pour qui le processus est super difficile de façon, tu sais, physique. Fait que tu rentres dans la parentalité avec déjà ça, cette couche supplémentaire-là. Puis est-ce que bon, là, si je comprends bien, quand tu as eu cette idée-là de faire le livre, tu portais tout ça déjà, par rapport à la parentalité, par rapport au côté professionnel aussi. Tu es allé rencontrer donc des intervenants. J'ai entendu Stéphanie Deslauriers, Laurie, de tout horizon, là, si je comprends bien. J'ai parlé à différentes personnes. J'ai parlé à des personnes qui, je trouve, ont bien attrapé ce courant-là, puis l'ont récupéré, mais de façon réellement bienveillante et authentique. J'ai parlé à des personnes comme ça, tu sais, comme Marilyn Bouchard chez Be Kind, qui est une compagnie locale hyper verte, donc qui est allée... Ils font des crèmes, hein? Ils font des produits de beauté, de la crème. Éthique, sans cruauté animale. Elle remet beaucoup d'argent chaque année de ses profits à des refuges animaux, des trucs comme ça, tu sais. Donc, je suis allée parler à des gens comme ça. J'ai parlé avec Valérie Harvey, qui est une super sociologue, qui m'a expliqué un petit peu aussi pourquoi ce mouvement-là, à cette étape-là, etc. Donc, j'ai parlé avec différentes personnes, effectivement. Myriam Daguizane-Bernier aussi, qui avait écrit le livre Tout nu, la bienveillance, la sexualité bienveillante pour les ados aux éditions Cardinal. J'avais trouvé ça tellement éloquent et charmant que le mot bienveillant se retrouve sur cette couverture-là. Donc, j'en ai parlé avec elle aussi. Donc, j'avais parlé avec plein de gens qui ont touché, qui ont surfé de près ou de loin sur le courant, qui en ont parlé, qui sont intéressés. Donc, c'est ça, tu sais, en gros, je m'intéresse vraiment, j'ai parlé avec une spécialiste des RH aussi, là, qui m'a parlé plus spécifiquement du management bienveillant. Donc, c'est ça, puis je me suis intéressée surtout, donc c'est ça, au management bienveillant en entreprise, à la parentalité bienveillante, à la bienveillance domestique toujours attendue des femmes, donc tout le travail, la charge mentale, etc. Puis aussi, à la bienveillance toujours attendu des militants dans la police du ton. J'ai un chapitre où je m'intéresse à ça aussi, où quand les militants parlent trop fort, on leur dit « Ah, ben là, si tu m'adresses pas tes critiques avec bienveillance, je les écouterai pas. » Tu sais, cette espèce de... On se donne la permission de pas avoir à écouter si on juge que le ton de la personne qui s'adresse à nous est pas suffisamment bienveillant. Ouais. Fait qu'on fait des associations aussi avec le mot bienveillance. Ça a l'air doux, ça a l'air tranquille, ça a l'air gentil, ça a l'air... Est-ce que tu as tiré une définition de la bienveillance avec toutes ces rencontres-là? Oui, ben en fait, Valérie Harvey me disait qu'à l'origine, l'étymologie, c'est vraiment le fait de vouloir du bien à quelqu'un ou vraiment d'être vigilant à l'égard de quelqu'un. Donc, ça part vraiment, à l'origine, l'étymologie, c'est ça. Maintenant, évidemment, le terme est un petit peu galvaudé de nos jours. Tellement! On l'a repris un peu à toutes les sauces. C'est sûr que, tu sais, l'équivalent en ce moment en anglais, ça serait le mot kindness, qui est pas exact, tu sais, qui est pas une traduction littérale, mais quand même, c'est celui qui s'en rapproche le plus. Donc c'est ça, tu sais, c'est vraiment... la bienveillance en tant que telle n'est pas nécessairement perçue et véhiculée de la même façon par tout le monde. Ça, c'est certain. Ben c'est ça. Puis tu sais, je trouve que j'écoute la définition que tu as donnée, l'officielle. Il y a quelque chose là-dedans parce que justement, on ne parle pas de technique, on ne parle pas de façon de faire. Puis c'est ça qu'à un moment donné, les parents, ils se disent...
il faut que le parent se demande, est-ce que je suis bienveillant envers mon enfant? Peu importe si je suis les courants peu importe si je suis les critères est-ce que j'ai à cœur mon enfant? Est-ce que je veux son bien-être? Puis tu sais, même tantôt, Véronique te dit un mot qui a vraiment résonné pour moi parce que je l'entends beaucoup des parents et c'est le mot optimal. On cherche un développement optimal. Puis je sais même pas ce que ça veut dire, un développement optimal. En psycho, on parle pas de ça dans le sens où on donne des conditions à un enfant pour qu'il soit capable de grandir. Mais là, aujourd'hui, c'est même plus ça. C'est que là, on se met une pression de donner un développement optimal, un peu comme avec le milieu du travail. Là, on veut quelque chose d'optimisé. Là, c'est comme ça au niveau du développement de l'enfant. On veut essayer de faire la même chose avec des humains, mais nous aussi, on est humains. Nos enfants sont humains. On veut leur donner des conditions pour qu'ils soient favorables, mais ça peut pas être optimal. Fait que même dans cette vision-là de voir la parentalité, qui on est, notre rôle, juste ça, on est en train de passer à côté. On n'est plus dans l'essence de la relation, puis de se dire, on les laisse grandir, je pense à mon enfant, je veux son bien. Là, on se dit, pour qu'il soit capable d'être un enfant épanoui, heureux, qui va atteindre des sommets dans la société, peu importe. Là, dessiner sa trajectoire de vie, dans le fond. Exactement. Là, on se met une pression comme parent, puis je pense que c'est un peu ça, c'est que derrière le mot bienveillant, on finit par se dire, je le fais par bienveillance, mais fondamentalement, ça finit par être très violent pour nous et pour eux, tu sais, si c'est trop déconnecté de qu'est-ce qui se passe. Oui, absolument. Je pense que il y a ça, il y a la question de puis après ça aussi, comment dire, ce que je soulève aussi dans mon essai, c'est que à force de toujours mettre la pression, parce que ce qui se passe réellement, c'est que cette pression à la bienveillance-là se fait toujours sur les mêmes personnes. Ouais. Beaucoup les femmes, beaucoup les mères, les travailleuses qui sont tout le temps capables de lever la main pour se porter volontaire, pour les mamans qui vont s'engager dans la communauté puis à l'école des enfants, puis... Mais même dans le milieu de la santé, il y a pas comme plus de femmes aussi qui travaillent dans le milieu de la santé parce que c'est justement associé à de la bienveillance envers autrui aussi, là. Care, forcément. Ouais. Puis finalement, cette pression à la bienveillance-là, tu sais, ma question, c'est à qui profite notre bienveillance? Elle profite beaucoup au statu quo, en fait. Elle profite beaucoup aux personnes qui sont en pouvoir puis en situation privilégiée, qui peuvent dire aux autres, oubliez pas d'être bienveillants, là. Ouais. Et puis là, ben, les mamans, OK, on se relève les manches puis on repart, tu sais. Donc, c'est ça aussi qui m'embête. Puis, en mettant toujours la pression sur ces mêmes personnes-là, ben, qu'est-ce que ça fait ultimement? Forcément, Laurie m'en a parlé en entrevue. Anxiété de performance chez les mamans, beaucoup. Burn-out parental, épuisement professionnel. Tu sais, donc c'est ça. Ça peut être effectivement l'impact pernicieux de ce mouvement-là quand il est instrumentalisé, en fait. Ouais. Mais je comprends très bien le côté à qui ça profite, mettons, en entreprise, mais je le vois pas dans la parentalité à qui ça profite au final, parce que si t'es en burn-out parental, c'est pas plus pour tes enfants. À la base, on le fait pour nos enfants, tu sais, puis j'aime beaucoup, moi, l'étymologie du mot bienveillance, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de parents qui rentrent dans cette catégorie-là. Mais après ça, quand tu la regardes dans le courant d'aujourd'hui, comment elle est instrumentalisée, justement, là t'enlèves beaucoup de gens, là, t'es comme, ben là, t'as pas fait ça, t'sais. À qui elle profite dans la parentalité, la bienveillance? Elle est supposée profiter aux enfants. Elle est supposée profiter aux enfants, effectivement. Je suis certaine qu'il y a plein de parents qui s'en sont inspirés puis qui posent des gestes super conséquents, super cohérents. Mais par ailleurs, on se leurra pas. C'est encore les mères qui majoritairement lisent sur ces questions-là. Ouais. C'est encore elles qui vont aller aux conférences de Ça va maman et qui vont lire vos e-books. Essentiellement, majoritairement, je dis pas que les hommes sont imperméables à ça. Mais je pense que majoritairement, ça va retomber sur les femmes. Donc, d'où l'idée de ce que je disais tantôt, ça nourrit le statu quo. C'est-à-dire que ça va être encore les mamans qui vont recevoir et qui vont être sensibles à cette pression-là. Puis pendant ce temps-là, ben les papas, ils n'ont pas besoin de le lire. Au pire, ma femme va me le résumer après. Oui, vraiment. Puis même, je pense que ça peut rajouter dans les difficultés dans le couple aussi, parce que ça, tu vas aller juger ton chum, si, par exemple, c'est hétérosexuel, je veux dire, pour homme-femme, là. Donc, parce que lui, il a un ton de voix plus grave et plus... En tout cas, moi, parler pour moi, chez nous, le ton de voix est différent. Fait qu'à la base, j'étais beaucoup dans la critique, parce que, ben, il est pas bienveillant, mais au final, si je
reprends l'étymologie totalement bienveillant. C'est juste qu'il l'utilise. Même, je parlerais même des parents d'autrefois qui avaient peut-être une... Tu sais, ils étaient plus sévères. Je pense il y a comme sévère puis bienveillant d'autre bord. Et c'est comme pour ça qu'on l'interprète. On glisse souvent vers le laxisme parental. On fait souvent l'erreur, je pense, de mettre bienveillance et laxisme. C'est pas la même chose. Là, tu peux avoir un cadre puis être bienveillant, tu sais. Oui, mais parce qu'à un moment donné, je pense que le mot bienveillance, vu qu'on ne sait plus qu'est-ce que ça veut dire, c'est ce qui fait en sorte que pour certains parents, bienveillance, ben ça veut dire que je peux pas dire non à mon enfant. Bienveillance, ça veut dire que je peux pas être sévère des fois. Bienveillance, ça veut dire que je peux pas être impatient envers mon enfant. Bienveillance, ça veut dire que des fois, il peut pas me taper sur les nerfs. Tu sais, à un moment donné, c'est comme si on parle plus de, mais j'ai quand même à cœur, même si des fois je perds patience, j'ai quand même à cœur mon enfant, je veux quand même être présente pour lui. Tu sais, j'ai quand même l'aspect care. Mais tu sais, j'aime l'idée du statu quo parce que c'est vrai qu'on veut pas cibler les papas, mais en même temps, c'est sûr que ça crée un peu cette espèce d'écart-là, c'est-à-dire on veut un peu aimer ou on va valoriser l'image de la mère qui est très bienveillante, que je mets entre guillemets. Et là, tu as les papas, justement, des fois, qui peuvent se dire, ben écoute, moi, la parentalité, je veux dire, je vais la suivre, ma blonde. Moi, je l'entends des fois dans la thérapie de couple, ou est-ce que je vais la suivre, ma blonde, c'est elle qui a lu un peu les choses, mais en même temps, ça crée de la frustration parce que papa se sent moins interpellé, mais il est moins concerné, c'est moins lui non plus qu'on regarde, puis des fois, même, on va avoir l'impression que papa, sa vision à lui est moins bonne. Fait qu'on va moins lui demander, toi, comment tu penses qu'on devrait appliquer, par exemple, une conséquence? Comment est-ce que tu penses, ah ben non, c'est pas la bonne façon. Tu l'as pas lu, toi, le livre. Tu l'as pas fait la formation. Puis mais après mon ça, Dieu, tu parles de chez nous, là. Je veux dire, mon chum m'appelle le guide canadien de la parentalité parce que je l'ai toujours lu quelque part, tu sais. Ben, puis que lui, il va plus par instinct, puis c'est comme si j'invalide. Je me sens bien mal, là, mais je me dis quand même, il l'a pas lu, le Moses de livre. Exact, mais ça crée encore plus ce statu quo-là de la mère qui en fait plus, et on le voit statistiquement, d'année en année, les papas sont plus impliqués, on le sait, mais ça reste encore beaucoup plus les mamans qui ont la charge mentale, beaucoup plus les mamans, justement, qui vont être prises avec la conciliation travail-famille. Fait que ça crée encore plus cette position-là, je pense, où est-ce que maman et papa n'ont pas le même rôle ou la même place quand il est question de la parentalité, puis même que je pousserais ça crée une espèce de statu quo même au niveau des institutions puis des gouvernements, c'est-à-dire si les mamans sont à la maison puis elles s'occupent de leurs enfants puis elles prennent le temps de tout s'éduquer puis tout ça, ben nous, on n'a pas besoin de fournir des services. C'est le fameux village là qu'on a besoin d'avoir. Hey, les mères sont capables de tout faire à la maison toutes seules. Elles ont le chapeau de l'infirmière, la prof, tu sais, name it. Fait que nous, on n'a pas besoin de donner des ressources puis des sous au CLSC pour venir donner de l'aide aux parents puis des organismes communautaires. Fait que, tu sais, je pense que ça crée quelque chose même au niveau sociétal sous le couvert du mot bienveillance. Allez-y, soyez bienveillante, soyez présente. En tout cas, je ne sais pas ce que tu as découvert, toi, Véronique, mais j'ai l'impression que ça maintient ça un peu autour de nous. Là. Absolument, c'est ça. C'est de ça que je parle dans mon chapitre sur la bienveillance domestique. Tu sais, tant et aussi longtemps que la pression, puis ça va être tellement naturel de juste attendre que ce soit les mamans qui fassent les inscriptions au cours, les rendez-vous chez le médecin, etc. Veut pas, tout ce travail d'amour-là, tout ce care, si personne le faisait gratuitement, si les mères le faisaient pas gratuitement ou chez les gens aisés, nous n'en sommes pas, la nanny, l'aide domestique, l'adjointe administrative, si ces femmes, souvent précaires, souvent sous-payées par ailleurs, ou si les mamans s'en occupaient pas, ben le capitalisme ne peut pas rouler le lendemain matin. Ouais. Donc, il y a quelque chose de très troublant puis de choquant là-dedans. Pendant ce temps-là, tu sais, les papas riches, eux, ils n'ont pas nécessairement besoin de s'inquiéter là, de repasser leur chemise. Il y a une fille qui va le faire pour eux autres. Ils savent pas si c'est la mère ou la nanny ou whatever, mais il y a quelqu'un qui va le faire puis ils vont pouvoir aller faire des sous le lendemain matin. Pendant ce temps-là, la mère, elle se tape les 2 chiffres. Puis, comme tu dis, Laurie, je veux rien enlever au papa, évidemment, qui a eu beaucoup d'avancées. Puis vraiment, puis tu sais, c'est pas simple pour eux autres non plus, là. Non. Ils n'ont pas eu le modèle, tu sais, ils ont des nœuds à défaire avec nous autres. C'est vraiment pas évident. Fait que je suis vraiment pas là pour taper sur les doigts de qui que ce soit. Cela étant dit, le système en ce moment, c'est ça. Puis, je trouve que c'est hypocrite, puis c'est un peu irresponsable de continuer de mettre cette pression de travail émotionnel, de care et donc de bienveillance continuellement sur les mêmes personnes qui sont déjà, surtout depuis la pandémie, on s'entend,
tout le monde est à quelques minutes de la prochaine détresse mentale, là, on va se le dire. Exact. Mais je suis curieuse de savoir ce que la sociologue te dit. Tu sais, comment on en est venu là? C'était ça votre conversation? Entre autres, ouais. C'est intéressant, en fait, parce qu'elle m'a dit, c'est très simple, ce genre de mode social-là. C'est comme la mode, c'est comme les vêtements, c'est comme un courant va arriver parce qu'on en a besoin. On va le ressortir. Mm-hmm. Ça faisait longtemps qu'on... Hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas... Elle me comparait avec, en mode, il y a quelqu'un qui va faire « Hey, le jaune! » Ça fait... Hein? On Le pantalon éléphant qui est revenu. Le pantalon là. éléphant, moi je l'attends, ça fait une couple d'années. Là. Ah, mais il est revenu, là! Il est revenu, puis je pense qu'il est déjà reparti. Tu sais, on se souvient, hein, en 99, soudainement, l'orange a fait une grande remontée, là. Bon, c'est ça, c'est un peu la même chose. Donc, si c'est arrivé à ce moment-là, c'est que on était de plus en plus inquiets d'être témoin de ce qui se passait sur les réseaux sociaux, de voir l'hostilité sur dans l'univers numérique. Puis la réaction a comme fait « Hey, tout le monde, on se rappelle qu'il faut être gentil, voici un mot, bienveillance. » Tu sais, puis on a ressorti ça comme ça pour ce qui est tout à fait sain, ce qui est tout à fait normal, ce qui est... par contre, à partir de là, comme dans toute mode, comme dans tout courant, je suis pas là pour taper sur les doigts de la bienveillance plus que n'importe quel autre courant, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens à ce moment-là qui vont aller le piger. C'est devenu un mot-clic. Ça s'est retrouvé dans le branding de compagnie. Ça s'est retrouvé, tu sais, je les liste dans un de mes essais, mais en 2020, si je me trompe pas, il y a quelque chose comme 6 organismes au Québec que le nom de leur campagne cette année-là, il y avait le mot bienveillance dedans. Ce qui est super, c'est des organismes de charité. Je veux dire, c'est super. Ils ont vu que c'était un mot qui touchait, qui résonnait. C'est parfait. C'est juste, ça dit beaucoup sur à quel point c'était un mot lourd de sens à ce moment-là. Donc, c'est ça. Maintenant, la question, c'est pas de est-ce qu'on met un moratoire sur le mot puis on l'utilise plus jamais puis on l'envoie en punition. C'est pas ça. La question, c'est de savoir comment on peut prôner la bienveillance de façon bienveillante. Exact. Et aussi, tu sais, de joindre le geste à la parole, peut-être peut-être d'en parler un peu moins puis d'agir un peu plus en modèle pour mettre moins de pression toujours sur les mêmes personnes. Puis garder en tête que même si là on se sent vraiment dans un monde apocalyptique par moment ces temps-ci entre la crise climatique, la guerre, les élections et ailleurs qui sont pas toujours réjouissantes, ultimement, l'être humain n'a quand même jamais été aussi bon qu'aujourd'hui. On est tellement exposé à l'actualité, aux médias traditionnels et numériques, qu'on a l'impression que ça n'a jamais été aussi mal, mais non. Puis, tu sais, je cite Mathieu Ricard dans l'essai qui avait écrit un livre Éloge de la bienveillance, si je me trompe pas, en 2013. Puis là-dedans, vraiment, il explique vraiment, non, les violences institutionnelles, les violences personnelles, les violences à la maison, en société, n'ont jamais été aussi chétives qu'aujourd'hui, particulièrement depuis 60 ans. Je pense que c'est juste bon aussi qu'on se le rappelle, qu'on se dise, tu sais, on n'a jamais été aussi nombreux sur la planète. Ça pourrait être le Far West du jour au lendemain. Là. On pourrait décider, là, mais non, collectivement, on prend inconsciemment ou non le choix jour après jour d'obéir à des règles de courtoisie, de civisme, puis de vivre ensemble. Ça, peut-être qu'on le dit pas assez. Oui, c'est vrai, complètement. Vraiment. Puis, donc, c'est ça, tu sais, peut-être que si on se rappelle continuellement ça, on va aussi se donner soi-même un break. Tu sais, comme, non, attends, je fais mon gros possible, c'est correct, tu sais, je suis assez au travail, je suis assez avec ma famille, je lève le ton des fois, puis tu sais, ce que je dis à la fin de mon chapitre sur la parentalité, c'est est-ce qu'on peut partir du fait que à partir du moment où un parent est présent, respectueux et aimant, la bonne job est faite. La bonne job est faite. De nos affaires, tu sais. Je pense que quand ça, c'est là, le reste, tu sais, les commentaires sur allais-tu ou non, oh mon Dieu, une tétrelle, c'est une béquille.
ce genre de commentaires-là, ça ne sert à rien. Est-ce que cette mère-là est présente, aimante et respectueuse envers son enfant? Ouais. Est-ce qu'on peut l'appliquer partout? Tu sais, est-ce que tu as vu des différences dans l'application de la bienveillance? C'est-à-dire que là, on l'a vu, mettons, tu nous as dit par rapport au monde professionnel ou aux compagnies, en tout cas, c'est comme, soyez gentils, mais c'est peut-être pas ce qu'on fait en arrière. C'est quoi est-ce que la bienveillance est pareille dans tous les domaines? Comment dire, l'invitation est différente. Bon, dans le cas de la parentalité, on en a parlé, et puis bon, vous en parlez déjà beaucoup, je pense. Tu sais, c'est sûr que là, c'est différent parce qu'on parle d'enfants, puis bon. Mais tu sais, mettons dans la parentalité, ce que j'associe, c'est douceur, pas lever le ton, tu sais, avec la bienveillance, là, c'est d'être toujours gentil. Est-ce que c'est la même chose, mettons, dans une entreprise? Tu sais, faut pas que tu élèves la voix, faut pas que tu cadres trop serré, faut que tu sois comme le bon boss ami, tu sais, Ce qui se passe, c'est non pas nécessairement l'ami, ça va être vraiment d'avoir une autorité, pardon, mais douce en fait, puis d'être connecté au personnel, que le canal de communication soit ouvert. Souvent, on va quand c'est bien appliqué, quand c'est bien appliqué, on va, tu sais, plutôt qu'avoir un petit comité de direction qui prend les décisions pour tout le monde, vraiment l'ensemble des employés va vraiment être approché, impliqué, questionné pour avoir son apport. Puis vraiment, il essaye de tenir compte de l'équilibre de tout le monde de façon équitable. Donc, il y a ça. Ça existe. Il y a des compagnies qui le font très bien. Je dis pas que c'est un canular puis que ça existe pas. Ça existe. Par contre, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui vont brandir la bienveillance pour attirer des candidats, qui vont dire aux employés, par exemple, chez nous, il y a pas de limite au nombre de congés personnels que tu peux prendre, si c'est pour toi ou tes enfants, vas-y, on fait confiance à ton jugement. Mais ils vont quand même les noter, puis ils vont quand même utiliser ça comme argument si tu as osé en prendre un ou deux. Ah ben là, c'est pas à toi qu'on va donner la promotion, tu comprends, tu utilises tes congés personnels auquel ça, c'est très présent, c'est quelque chose qui existe réellement. Puis là, finalement, c'est une bienveillance de façade où finalement, ça devient un instrument pour mesurer la performance, évaluer les employés. Donc, tu sais, c'est un peu les bottines qui suivent pas toujours les babines, si on veut. Mais il y a des entreprises qui travaillent fort à mettre en place des mesures vraiment en étant à l'écoute de leur personnel. Donc, je trouve ça intéressant parce que, oui, puis je trouve ça vraiment le fun dans ton livre que tu ouvres dans toutes les facettes, parce que, mettons que ça avait été juste par rapport à la parentalité, par exemple, la bienveillance, je pense que ça aurait été très confrontant. Tu sais, tu peux faire comme... Puis là, quand tu vois que c'est partout, c'est un courant, c'est sociétal, c'est plus gros, puis c'est là que ça te permet une vision d'ensemble pour aller décortiquer qu'est-ce qui en est finalement de la bienveillance. Ouais. Qu'est-ce que moi, je veux que ce soit de la bienveillance? C'est quoi ma définition personnelle? Quand tu regardes le portrait au complet, tu sais, je pense que moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé de ton livre, c'est vu que ça montre tout l'aspect englobant, ça nous englobe. Fait que des fois, tu sais, c'est sûr que moi, je suis clinicienne. Fait que quand je vois quelqu'un dans le one-on-one en psychothérapie, c'est d'amener aussi la personne à se dire, mais c'est pas juste toi envers toi-même. Parce que des fois, justement, tu finis par avoir honte ou coupable ou tu te tapes sur les doigts en te disant, pourquoi moi, je réagis difficilement? Pourquoi moi, je me sens justement, je ressens plus de symptômes dépressifs? Pourquoi moi, je suis anxieux? Mais là, c'est de te montrer, hey, autour de toi, il se passe plein de choses, puis peut-être qu'on n'arrive pas à les relever, à les nommer, mais ça t'affecte. Fait que si dans ta parentalité, tu as tout un peu ces dogmes-là de qu'est-ce que je dois faire, puis si au travail, en plus, comme cadre, peut-être, on te dit, voici comment tu réagirais avec tes employés, puis tout ça, cette pression-là de partout, c'est sûr qu'à un moment donné, tu peux pas toute la recevoir. Fait que, tu sais, je pense que ça nous amène à pouvoir avoir un pas de recul. Puis c'est ce que tu arrives à faire dans ton ouvrage, et de se dire, essayons de comprendre qu'est-ce qui se passe. Après ça, tu prends les billes qui te concernent et tout ça, mais sache que ça, c'est autour de toi, puis il y a une réflexion
réflexions à avoir. Et là, quand on ne se pose pas ces réflexions-là, quand on n'essaie pas d'aller les comprendre, ben là, oui, on vit pas bien avec ça, mais on sait pas par où commencer. Là, c'est comme des petites pistes. Hey, est-ce que toi, dans ton milieu de travail, tu sais, l'exemple que tu donnes, moi, j'avais jamais entendu, là, on va reprendre contre toi peut-être tes journées de, ben peut-être que ça, quand tu te le fais vivre, tu sais, quand tu le subis, à quel point tu retournes à la maison puis tu te sens pas respecté, tu sais, à quel point tu te sens pas considéré, à quel point tu te sens mal, méfiant même. Fait que c'est sûr que là, c'est que tu arrives à un peu plus comprendre pourquoi je vis toutes ces émotions-là dans mon quotidien, qu'avant ça, j'ai l'impression, ben, c'est parce que j'ai pas fait assez de sport cette semaine. Tu sais, non, c'est pas ça, là. Ouais. Il y a autre chose, là, tu sais. Ouais, Ouais, puis juste. c'est ça. Ouais. De relancer la responsabilité du self-care aussi. Puis oublie pas d'être auto-bienveillante là, après avoir été Oui, bienveillante avec tout le monde parce que ouais, Mais va prendre un bain, tout va être réglé, là. Donc, ouais, il y a ça, c'est ça, c'est en fait, tu sais, j'aborde ces différentes facettes-là parce que je suis partie de moi pour l'écrire. ouais. Tu sais, je veux dire, c'est pas un hasard si je parle d'Ellen DeGeneres. Tu sais, je parle du travail, de la maternité, puis tu Ouais. sais, la question de la police du ton, la bienveillance, puis la police du ton, je veux dire, j'ai plein de gens autour de moi qui sont des militants, qui en ont souffert, qui ont fait des burn-out militants parce qu'on leur reprochait continuellement, tu sais, t'as le droit d'être une féministe, mais sois souriante, tu sais, Mais oui. sois aimable là quand t'es pas contente. Donc, tu sais, j'ai observé autour de moi, puis finalement, tu sais, mon appel, c'est pas une, ce livre ne s'intitule pas Fuck la bienveillance. Mais c'est vraiment un appel à demeurons lucides. Tu sais, Ouais. ce courant-là est présent, il y a plein de bienfaits, mais si on n'est pas lucide, on est condamné à se faire exploiter encore et Ouais. encore, tu sais. Mm. On laisse les gens, on laisse les gens. J'aime pas dire ça parce que c'est comme rejeter la responsabilité sur les personnes qui se font abuser, mais c'est un peu ça aussi, tu sais. Puis, il y a une question de, tu sais, on parle beaucoup de consentement, ben c'est ça. Là, exerce ton consentement, tu as le droit de t'affirmer, puis ça, tu sais, puis c'est drôle, là, ça me vient en tête, mais tu sais, la question de la parentalité bienveillante, là, on se fait beaucoup dire ça sert à rien les conséquences, pas lever le Faut ton. qu'elle Si soit on paye son logique. salaire, on reste à côté, on attend. Oui, par ailleurs, puis ça, on en avait parlé, Laurie, hein, je me demande à quel point parfois c'est pas bien aussi d'apprendre à l'enfant à s'affirmer. Il vient un âge, je pense, où l'enfant est assez grand pour rationaliser. Là, je parle pas d'enfant de 2 ans dans la Terrible 2, mais vraiment, moi, ça m'est arrivé vraiment, tu sais, comme où mon enfant me respectait pas, tu sais, il refaisait tout le temps la même chose, puis je me suis mis à parler fort, puis j'ai comme dit, tu sais quoi, là, je lève le ton, puis je sais que t'aimes pas ça. Par contre, tu transgresses mes limites. J'aimerais ça que quand quelqu'un transgresse tes limites et ne respecte pas tes limites et que tu as dit non plusieurs fois, Donne-toi ce droit. lève Exact. le ton, Exact. dis non. Puis j'ai peur un peu de ce que ça peut faire de toujours rester à côté d'un enfant qui nous tape, qui nous hurle dessus, puis de dire je vais rester à côté de toi à jamais. Ultimement, plus tard, je sais pas ce que ça peut faire. Mais je pense que si on parle de consentement puis qu'on dit que c'est important d'avoir le consentement des gens, ben ça veut dire aussi que quand on se fait agresser, on a le droit de dire ça ne me convient pas. Exact. Comme Ouais. parents, parce qu'on est humain, tu sais, on est humain nous autres aussi. Puis, tu sais, je pense que, en tout cas, là, on n'ouvrira pas cette, parce que je sais on est limité dans le temps, là, qu'il ne faut pas un balado de 3 heures, même si ça serait super intéressant. Mais justement, dans cette image-là de, je reçois des fois, moi, j'entends là, des coups de pied, j'ai entendu des fois des crachats, tu sais, des objets qui, c'est vrai que le cerveau de mon enfant ne résonne pas comme le mien, mais ce n'est pas pour autant que je ne dois pas lui exprimer que ça, on a transgressé une limite. Et je veux que tu l'apprennes ça parce que je cohabite avec toi dans la relation authentique qu'on va avoir dans la famille. Je veux te montrer que ça, ce n'est pas permis, ce n'est pas accepté. Puis des fois, justement,
dans certaines diades, là, l'enfant proteste parce qu'il veut voir une réaction de son parent. Tu sais, je veux dire, des fois, là, les fameux enfants qu'à la garderie, tout va super bien, super respectueux. Puis à la maison, ce qu'on entend, c'est comme, ben voyons donc, tu me décris un autre enfant. Des fois, c'est comme si l'enfant aussi voudrait que son parent devienne l'autorité parentale. Mais même ça, autorité parentale et bienveillance, des fois, c'est comme s'il y a un clash. On les associe plus ensemble. Et pourtant, quelque chose de très bienveillant, justement, dans le fait de je suis l'adulte, je suis la personne qui te montre un peu comment les choses fonctionnent autour de toi. Il y a des choses que tu ne sais pas encore. Ça veut pas dire que je le fais de façon rigide, un peu comme le patron que tu disais tantôt. Je peux te concerter, parfait. Il y a des choses où on veut faire des compromis, mais quand même, il y a une autorité parentale que j'ai besoin de porter. Et ça, c'est de la bienveillance. Ouais. Fait que là, des fois, justement, tous ces concepts-là sont tellement un peu trop en choc que là, on rejette tout. Puis ça crée justement des déséquilibres dans certaines familles. Mais c'est parce qu'on essaie de, encore là, donner une signification ou à l'autorité parentale, ça ressemble à quoi? Ton autorité parentale peut être bien différente de la mienne. Moi, j'ai compris qu'avec mes limites, tu sais, quand on dit l'autorité avec le courant de la bienveillance et tout ça, c'est de rester, là, puis de garder ton autorité. Moi, là, je perds patience à un moment donné, puis je serai pas bienveillante dans ma perte de patience. Fait que ma façon de garder mon autorité dans la bienveillance, c'est je vais dire à mon enfant qui est en train de me gueuler dessus, mettons, là, puis qui me pousse, puis qui me frappe, puis qui fait... On a tous connu ça, là, tu sais. Un moment donné, ma limite est atteinte, puis là, je dis « Je t'aime », mais moi, j'accepte pas ça, je vais revenir tantôt. Fait qu'il sait que je sais pas si c'est correct ou pas, sérieusement, je sais pas, les professionnels pourraient dire ce qu'ils veulent, mais moi, j'ai compris que ma limite était là, parce qu'après, quand je respecte pas ma limite, j'aime pas qui je suis. Fait que là, j'ai juste dit « Ma limite est là, je t'aime, et je vais revenir. » Puis je reviens. Fait que là, j'y montre que je reviens en même temps. Mais je me suis respectée, j'ai respecté mes limites, j'ai mis mon autorité. Fait que juste d'arrêter de définir les choses, peut-être de juste faire comme toi, là. Toi, t'as lu, t'as tout ça. Après ça, qu'est-ce que t'en tires? Qu'est-ce que toi, tu veux que ça ressemble? Puis c'est un peu ça le message de Ça va, maman, tout le temps, d'être soi-même. Mais à quel point c'est difficile d'être soi-même dans une société qui te dit tout, tu peux être de même, mais il faut que tu sois de même, il faut que tu sois de même. Fait que c'est ça. Ouais. Où tout est un projet à réussir de façon optimale, justement, comme on disait. Vraiment. C'est ça, c'est très lourd. Puis effectivement, tu sais, je pense qu'il faut accepter que... Puis, tu sais, chacun son enfant, chacun son modèle d'enfant. Exact. Tu sais, des fois, je suis comme, ben oui, probablement que si mes enfants étaient différents, ce serait possible pour moi de pas lever le ton ou de pas... Peut-être, sauf que, tu sais... Je suis comme ça, mon enfant est comme ça. Ça sera pas ça, tu sais. Donc c'est ça, tu sais, il faut faire aussi avec l'enfant qui est là, puis avec tout ce qui amène, tu sais, comme toute son individualité. Puis il faut se connecter à ce que lui, il est, tu sais, puis à la nôtre. À notre individualité aussi. Moi, ça me parle beaucoup quand tu parles des femmes. Puis tu sais, c'est vrai qu'on a longtemps, là, les femmes des années 50 qu'on voit sur les photos, là, habillées, tout. Tu sais, c'est douce, c'est serviable, c'est tout. Puis moi, je suis toute au service de l'autre, toujours. Au service de l'autre. Pas que je suis toute pas ça, là. Je veux dire, je suis quand même serviable de temps à autre. Mais tu sais, j'ai un ton de voix, je suis expressive, puis souvent, je me suis sentie mal dans mon intensité. Souvent, j'ai voulu baisser ma lumière parce que je la mettais comme négative. Tu sais, tu parles fort, tu dis tes opinions, tu veux qu'on t'entende. Hey! Puis je me le suis fait dire aussi. Fait que moi, ça me parle, là, je veux aller lire ton livre. Parce que c'est vrai. Tous le livre. Mais c'est ça, tu sais, je pense, juste la petite discussion qu'on a eue ensemble. Là, normalement, c'est Jess, la journaliste, qui sait mieux tenir ça. Là. Moi, je fais juste le brandir depuis tantôt. Mais, tu sais, je pense que juste le petit échange qu'on a eu, ça montre à quel point c'est une réflexion qu'on a besoin d'avoir ensemble, collectivement. Puis merci, Véronique, d'avoir porter ça. Moi, je me rappelle quand tu m'avais dit que tu allais écrire un livre là-dessus, j'étais comme, je sais pas si à quel point les gens sont pas prêts à ça, mais tu le fais avec douceur, tu le fais avec intelligence. Bienveillance. C'est avec bienveillance. Mais qui part de la bonne place. Exactement. Fait qu'il y a quelque chose qui est très recevable, qui est très accessible aussi. C'est super court en plus, là. Tu sais, c'est pas genre... Tu sais, pour les parents, justement, qui dorment pas, là, des fois, on fait comme, quand c'est plus que 70 pages. Je voulais que ça se lise d'une traite, je voulais que ça se lise bien. Il y a des jokes un peu nounounes dedans.
Ça allège. J'ai essayé de rendre ça, de rendre ça digeste, puis je voulais pas que ce soit rébarbatif ou académique. Je trouve que, j'ai envie que ce soit quelque chose qu'on puisse lire d'un coup, puis j'ai envie que les gens le referment en se sentant mieux, puis en se disant, je suis assez, je me donne un break, Donc, c'est réussi. C'est pas parce que... Oui, tout à fait. Puis c'est pas parce que c'est bienveillant que ça va pas aller shaker pour autant. Tu sais, ça peut shaker les croyances dans la bienveillance aussi. Puis je pense que c'est... Oui, fait que ça s'appelle « Douce amère ». À qui profite notre bienveillance? En plus, c'est un très, très bon choix de titre. Pour nous qui avons écrit un livre, là, puis c'est super dur de trouver un titre, là, « Douce amère », je trouve ça extraordinaire. Bravo. Merci. C'est beaucoup de discussions avec mon éditrice Elisabeth Mascoli. Ah oui, hein? Je comprends donc. Je comprends par quoi t'es passée. Merci beaucoup de ton passage sur notre podcast, Valérie. J'apprécie. Véronique, Valérie, pourquoi? Parce que... Alarie. Tout le monde. Alarie, Valérie. Valérie répond. Ça arrive continuellement. Merci, Véronique. Ça fait vraiment plaisir. Merci de m'avoir reçu à vous deux. C'était super chouette comme conversation. Salut, bye-bye. Bye, merci. Si vous avez aimé le contenu de ce podcast, vous pouvez toujours écrire un avis ou encore mettre des étoiles sur iTunes et Spotify. Ça aide vraiment à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à très bientôt.